Le bison blanc, messager du changement. Chapitre 1er. Un signe dans la nuit. L'obscurité des plaines désertiques était profonde et uniforme, comme le souffle de la terre endormie. Le vent glissait sur les herbes sèches, soulevant de rares nuages de poussière et les emportant vers les montagnes lointaines. La nuit était froide, les étoiles brillaient comme des charbons sur une toile noire, et la lune, ronde et brillante, inondait la steppe d'argent. Tout semblait calme et familier, mais c'est souvent à ces heures-là que surviennent les signes qui changent le destin de tribus entières. Le vieux chaman de la tribu des Dakota était assis près du feu. Ses yeux mi-clos reflétaient les flammes, et il tenait dans ses mains un bouquet d'herbes dont s'échappait une fumée sinueuse. La fumée était épaisse, visqueuse, et son odeur rappelait une douceur amère, où se mêlaient les herbes rituelles, la résine et les traces de rosée nocturne. Le chaman n'écoutait pas avec ses oreilles, mais avec sa peau, son cœur, ses os. Il attendait. Au loin, on entendit un bruit sourd, d'abord léger, comme si le vent frappait le sol, puis de plus en plus fort, de plus en plus lourd. La terre répondit par un frémissement, comme si des cœurs invisibles commençaient à battre sous sa surface. Le chaman ouvrit les yeux et regarda vers la plaine, là où la lumière de la lune rencontrait la brume nocturne. Une immense silhouette blanche apparut. C'était un bison, mais pas un bison ordinaire, un bison blanc comme neige, comme s'il avait été sculpté dans la lumière de la lune. Sa fourrure brillait d'un feu doux et froid. Ses cornes scintillaient d'argent, et ses yeux reflétaient la profondeur du ciel étoilé. Il marchait lentement, mais ses pas résonnaient dans chaque brin d'herbe, dans chaque pierre, comme si toute la terre connaissait son arrivée. Le chaman inspira profondément. Son cœur se mit à battre comme un tambour lors d'un rituel. Il connaissait les anciennes prophéties. Lorsque le bison blanc apparaîtra dans la plaine, le monde changera. L'ancien mourra, le nouveau naîtra, et rien ne restera comme avant. La nuit, dans le campement, les gens dormaient. Mais les chiens furent les premiers à lever la tête. Ils dressèrent les oreilles et se mirent à hurler d'un long hurlement étrange, comme s'ils avaient reconnu un ancien maître, plus vieux que les hommes et les esprits réunis. Les guerriers sortirent tôt de leurs habitations, armés de leurs lances, mais, voyant la silhouette lumineuse du bison, ils s'immobilisèrent, n'osant pas s'approcher. Les femmes serraient leurs enfants contre leur poitrine, répétant à voix basse les prières apprises de leur grand-mère. Les anciens pleuraient, car ils savaient que c'était un signe qui allait apporter de grands changements. Le chaman se leva et marcha vers la vision. Ses jambes tremblaient, mais il n'avait pas peur. Il savait que les esprits ne se manifestèrent que rarement sans raison. Le bison blanc s'arrêta près du feu. Les flammes tremblèrent et se tendirent vers lui, comme si elles reconnaissaient un des leurs. Le feu se reflétait dans les yeux de l'animal, et on aurait dit que tous les feux jamais allumés par les hommes dansaient là. Le chaman s'agenouilla. « Tu es venu, dit-il doucement. Cela signifie que l'heure est proche. » Le bison restait silencieux, mais sa respiration ressemblait au souffle du vent. À chaque inspiration, il aspirait la fraîcheur de la nuit, et à chaque expiration, il expirait une vapeur argentée qui s'élevait dans le ciel et se transformait en nouvelles étoiles. Les gens regardaient en cela, n'en croyant pas leurs yeux. Soudain, le sol sous leurs pieds trembla plus fort. Un grondement sourd retentit au loin, comme si un géant se retournait dans les entrailles de la plaine. Une nouvelle étoile apparut dans le ciel, brillante et vive comme une pierre brûlante. Le chaman comprit, ce n'était pas un simple phénomène, c'était un message. Il leva les mains vers le ciel et prononça les mots que lui avaient inspirés les esprits. « Grand bison blanc, tu es un signe. Dis-nous ce qui doit changer. Dis-nous ce que nous devons laisser derrière nous et ce que nous devons accepter dans nos cœurs. » Le vent se renforça, les flammes du feu s'élevèrent, et les gens virent une vision dans leur langue. Il y avait des montagnes qui s'effondraient dans le vide, des rivières qui changèrent de cours, des arbres qui brûlaient dans le feu et repoussèrent dans les cendres. Tout changeait. Et au-dessus de tout cela marchait le bison blanc, calme, confiant, porteur de la lumière du changement. La nuit semblait interminable. Mais lorsque les premiers rayons du soleil apparurent à l'horizon, le bison avait disparu. Il ne restait plus que ses traces, immenses, nettes, brillant d'une douce lumière. Mais ce qui était étrange, c'est qu'à l'endroit où il avait marché, l'herbe était plus haute, plus dense, plus verte. On aurait dit que ses pas laissaient derrière eux croissance et renouveau. Les gens se sont rassemblés autour, n'osant pas effacer les traces. Ils savaient que c'était sacré. Là où le bison blanc était passé, la terre avait changé pour toujours.
Le chaman se tenait silencieux, le reflet de l'aube dans les yeux. Il sentait le poids de la prophétie peser sur ses épaules. Le changement avait déjà commencé. Depuis ce jour, le calme ne régnait plus dans la tribu. Les gens se disputaient. Certains disaient que l'apparition du bison blanc était un signe de bonheur, d'autres qu'il s'agissait d'un avertissement annonçant des malheurs. Les jeunes guerriers y voyaient un signe annonçant une campagne militaire et la gloire, les anciens un signe invitant à l'humilité et à la prière. Mais le chaman savait que la vérité était plus profonde. Il ne s'agissait pas simplement du bien et du mal. C'était l'essence même du changement, que l'on ne peut arrêter. Il attendait le prochain signe. Et pendant la nuit, le vent se leva à nouveau, et dans son sifflement, on entendit un rugissement lointain. C'était un rugissement qui ne pouvait pas provenir d'un animal ordinaire. Il était aussi ancien que la terre elle-même, et le chaman comprit, le bison blanc reviendrait. Chapitre 2. Le cercle des cygnes. Le matin qui suivit la nuit où apparut le bison blanc fut clair et vif. L'air sentait la pierre humide et l'herbe amère, comme si la terre elle-même, après une longue réflexion, avait décidé de respirer plus profondément. L'aube étendit ses minces doigts de lumière sur les collines vallonnées, effleura le bord du campement et s'attarda sur les traces lumineuses laissées par l'animal merveilleux. Les traces ne s'étaient pas estompées pendant la nuit. Au contraire, leur lumière était devenue plus uniforme, plus calme, comme la lumière dans les eaux profondes. Aux endroits où les sabots avaient laissé leur empreinte, l'herbe était plus dense, et au milieu de chaque trace, une haute tige de silène argentée se dressait, fine, sonore, ondulant au moindre souffle du vent. Le chaman que l'on appelait le grand élan s'était levé avant même que les pies ne commencent à se disputer sur les saxifrages lointains. Ses mains, noueuses et ridées, cueillaient avec soin des herbes, de l'absinthe, de la tanésie odorante, de la bonne fumée, des feuilles visqueuses que l'on faisait sécher à l'ombre et que l'on conservait pour parler avec les esprits. Il ne se pressait pas. Chaque mouvement était comme une prière, comme un mot d'une longue chanson qu'il chantait dans son cœur. À côté de lui marchait sa petite fille, une fillette qui s'appelait Herbe légère. Ses yeux buvaient tout, le frémissement des fougères, les traces dans lesquelles résonnait le silence, et la lenteur des vieillards, semblable à un fleuve qui coule. « Grand-père, dit-elle doucement, l'herbe a un son différent ici. » Le vieux cerf écouta attentivement. C'était vrai. Dans le bruissement des tiges argentées, il y avait une note qui n'était pas là auparavant. Elle était subtile, presque inaudible, mais elle contenait un autre murmure, lointain, comme un appel que l'on entend non pas avec les oreilles, mais avec les os. Le chaman acquiesça. « C'est la mémoire de la terre, répondit-il. Le blanc est venu, et la terre a suspendu des clochettes au vent, pour que nous n'oublions pas. Chaque son est un pas, chaque pas est un mot. Nous devons entendre la phrase. » Dans l'après-midi, les anciens se rassemblèrent, les guerriers, les femmes, les gardiennes du foyer, les vieillards qui connaissaient les chants, et les jeunes, aux mains agiles et rapides. Ils s'assirent en cercle, comme toujours en ces jours-là, face au feu, dos au vent, afin que les mots ne s'envolent pas en vain. La fumée tournait en rond, douce, épaisse, visqueuse. Au-dessus d'elle, de minces filaments d'air chaud tremblaient. Le cerf gris leva la main, et les conversations s'éteignirent. « Un signe est apparu cette nuit, dit-il, et sa lueur n'a pas disparu au matin. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas la vision solitaire d'un vieil homme. C'est un message qui s'adresse à nous tous. Le bison blanc a marché sur notre terre. L'ancien cédera la place au nouveau. Mais le nouveau n'est pas toujours une fête. Parfois, c'est un vent qui fait tomber les tentes. Parfois, c'est une flamme. Parfois, c'est l'eau qui change de lit. » Des voix se sont élevées dans le cercle. Tulakan, un jeune guerrier aux épaules larges comme deux poutres, s'est levé le premier. « J'ai vu, dit-il, des nuits où la fumée tourbillonnait derrière les collines, comme si quelqu'un cachait un feu dans le sol. J'ai entendu un troupeau d'élans qui ne partait pas vers le nord, comme d'habitude, mais vers l'est. Les oiseaux volaient plus bas que d'habitude. Est-ce aussi un signe ? » « Tout ce qui change son cours habituel est un signe, répondit le grand élan. Mais il faut vérifier les signes. Nous ne nous précipitons pas à la moindre rumeur. Nous formons un cercle. Le cercle n'était pas seulement un siège autour du feu, c'était aussi un chemin. C'était aussi une pensée. Le chaman sortit de son sac 4 pierres lisses, chacune avec une nuance correspondant à un point cardinal. Jaune pâle, rougeâtre, gris bleu et noir, parsemées de paillettes comme le ciel nocturne. Il les disposa en croix, avec au centre une petite figurine de bison en os. La fumée s'éleva vers la figurine,
qui sembla bouger l'épaule pendant un instant. « Nous allons interroger la terre, dit le grand élan. Mais avant cela, faisons ce que doivent faire les hommes. Préparons-nous. Que les femmes fassent tremper les herbes et sèchent la viande. Que les jeunes hommes vérifient leurs sangles et leurs lances. Que les gardes changent leur chemin de ronde. Quant à moi, je vais me retirer sur la colline et m'allonger à l'ombre de l'aigle. Je jeûnerai et écouterai. Je dois entendre la réponse. » La nuit, le cerf gris partit seul. Il partit sans tambour, sans petite flûte, sans feu. Il n'emporta qu'un sac d'herbe et la peau d'un bison, douce et blanche comme la lune. La colline qu'il choisit n'était pas la plus haute, mais elle offrait une vue dégagée. Des bandes de rivières, des reflets brillants comme des écailles de poissons, de rares arbres courbés par le vent, et au loin, la terre qui disparaissait à l'horizon. Il s'assit et commença à compter ses respirations. Une inspiration comme quand on entre dans une maison. Une expiration comme quand on dit « au revoir ». Le vent l'enveloppa comme un ami, se pressant contre son épaule de son côté rugueux. Les étoiles ne regardèrent pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur, chaque lumière comme un battement de cœur. Il ne vit pas tout de suite son rêve. D'abord, il n'y eut que le silence. Puis, des pas se sont fait entendre. Ils étaient lourds, réguliers, comme ceux de guerriers portant la paix dans leurs mains, et non des lances. Les pas se sont rapprochés, et l'air s'est rempli d'une odeur pure, comme le choc de l'eau contre la pierre, avec la douceur froide des premières gelées. Le bison blanc n'est pas apparu sous forme physique, mais tout autour de moi. À l'intérieur du cercle, l'air est devenu clair comme l'œil d'une coccinelle sous son aile, et deux lignes sont apparues dans la lumière. L'une menait à l'eau, l'autre vers les pierres. Entre elles, il y avait une ombre. « Choisissez », dit non pas une voix, mais une pensée lancinante. L'eau est une route douce, mais longue. La pierre est une route courte, mais où résonne le tonnerre. Le cerf gris ouvrit les yeux. L'aube se levait en un mince filet. La rosée reposait sur l'herbe, formant des perles transparentes au bord des feuilles pointues. Il se leva et descendit vers le campement. La fumée des foyers s'élevait déjà en colonnes régulières, et les chiens, la sentant, se mirent à jouer en poursuivant leur propre queue. Ils l'attendaient en cercle autour du feu. « L'esprit nous a montré deux chemins, dit-il, l'eau et la pierre. J'ai entendu le tonnerre là où se trouvent les pierres, j'ai vu un long chemin là où se trouve l'eau. Nous ne pouvons échapper ni à l'un ni à l'autre, c'est là toute la ruse du cygne. Il ne donne pas toujours une seule réponse. Mais la première chose que nous ferons, c'est partir vers l'eau. L'eau nous apprend à respirer lentement. Nous attendrons là-bas. Que nos yourtes regardent qui son visage, que nos enfants boivent son silence. Quand la pierre grondera, nous serons prêts. » Les gens acquiescèrent. Pas tous, mais la plupart. Il y avait ceux qui voulaient du jurer, ceux qui étaient habitués à ce que l'odeur du cheval soit plus forte quand les bords sont secs, ceux qui aimaient les collines rocailleuses pour leur froid uniforme. Mais un cygne est un cygne, et les traces du bison blanc menaient à la plaine, où l'ancien lac s'était asséché depuis longtemps et était devenu une cuvette plate exposée au soleil. C'est là qu'ils se mirent en route, avec la précaution d'une main qui se tend vers un bébé pour ne pas le réveiller. Le chemin était court, mais plein de petits détails révélateurs. Une volée de grues traversa le bord de la steppe, en formant une flèche. Leur formation se désagrégea un instant, comme si quelqu'un d'invisible avait passé la main sur une corde, puis se reforma. Sur la route, nous avons trouvé une pierre qui aurait dû être lisse depuis longtemps à cause du vent, mais qui était sculptée comme si elle avait été léchée par l'eau. Sur l'une des collines ondulantes se tenait un coyote qui ne regardait pas les gens, mais au-delà d'eux. Il suivait du regard quelqu'un d'invisible. Et lorsque Légère Herbe s'arrêta et regarda dans la même direction, un fil argenté trembla légèrement dans l'air, comme les cheveux de la lune à midi. Ils arrivèrent au bord d'un lac asséché vers le soir. Le fond était dur, craquelé, avec un réseau de motifs comme sur la paume d'une vieille voyante. De la poussière argentée gisait dans les fissures. Autrefois, une herbe basse poussait sur le bord du lac, mais elle était maintenant sèche et recouverte d'un givre salé. « Merci d'être venu », murmurèrent les tiges lorsque le vent soufflait dessus. « Nous vous attendions. » Le chaman s'arrêta au bord et leva la main. Ses doigts semblaient chercher un fil invisible et le tirer doucement, comme on tire une chanson du fond de la gorge. « Ici, dit-il, sera notre cercle. » Ils installèrent le campement de manière à ce que chaque tente soit orientée vers le centre de la cuvette. Les enfants couraient le long des fissures, soufflant la poussière tandis que les femmes suspendaient des pots et disposaient des bouquets d'herbes à l'entrée,
afin que les esprits reconnaissent l'odeur de la maison. Les hommes plantaient des pics, fixaient des lanières, vérifiaient leurs arcs, caressaient au passage la crinière des chevaux. Tout était comme d'habitude, et pourtant différent, car chaque mouvement était désormais tendu, comme suspendu à un fil. Il était clair que l'attention était la corde qui permettait d'amarrer le bateau à la rive en période de crue. La nuit, lorsque les feux devinrent de basses coupes de charbon ardent, et que la lune, après avoir retiré son voile brillant, se revêtit de gris, le vent apporta de l'est l'odeur d'une pluie lointaine, d'abord légère, comme un souvenir d'enfance, puis plus insistante, comme la pensée d'un mot non dit. Le cerf gris se leva, sortit du bord où les fissures se densifiaient, et se mit debout. Il n'avait pas besoin de fermer les yeux pour voir. Il vit une fine langue d'eau transparente s'étirer au-dessus du bord de la cuvette, ni haut ni déjà haut. Il vit quelque chose marcher dessus, non pas des sabots, mais des silhouettes de sabots, blancs comme du sel. Il vit une ombre blanche, qui n'était pas une ombre, car elle avait sa propre lumière, passer en cercle et toucher du museau les 4 pierres qu'il avait disposées le matin près du feu. Et les pierres répondirent par une chaleur. Du ciel où les étoiles étaient comme des graines de pavot sur du pain noir, un tonnerre silencieux roula. Il ne frappa pas, n'effraya pas. Il roula comme une roue. Il y eut une odeur de fer. La brume lointaine frémit d'une veine cramoisie et se referma. Légère herbe, qui se tenait non loin de là avec ses enfants, ils étaient endormis comme des chatons, collés à ses jambes, leva la tête et murmura « Le tonnerre dans un ciel sec, c'est comme un pas dans une hutte vide. Cela signifie que le maître est proche. » Le cerf gris sourit. La petite fille apprend vite. « Si le maître est proche, il faut mettre de l'ordre, » répondit-il. « Et l'ordre, ce n'est pas le silence. C'est une chanson que tout le monde connaît. » Comme prévu, le matin était humide. Le vent a apporté de l'est des nuages allongés, semblables à des peaux blanches suspendues pour sécher. La première pluie s'est mise à tomber, hésitante, clairsemée. Les gouttes tombaient sur le sol craquelé, et chaque goutte était un coup bruyant, si fort qu'on aurait dit que les parfums avaient oublié de baisser le son. Les enfants riaient et attrapaient les gouttes avec leur langue. Les vieillards se taisaient et écoutaient la terre boire. Une odeur si forte se répandit que tout le monde eut le vertige. Ça sentait le pain frais, le silex neuf, la fatigue dissipée. À midi, la pluie s'arrêta, laissant au fond des cuvettes des flaques miroitantes. Des nuages flottèrent dans les miroirs, et lorsque les gens passèrent devant, leur visage devenait étrange, comme si un autre visage, qui n'était pas tout à fait le leur, mais qui leur ressemblait, s'y ajoutait. Légère herbe, en regardant fixement, vit dans son reflet à côté d'elle un museau blanc, énorme, avec une bande noire humide entre les narines. Elle leva brusquement la tête, et au loin, à l'orée, se tenait effectivement une silhouette, un instant, puis elle disparut aussitôt, sans laisser de traces. La jeune fille pressa sa main contre sa poitrine. Elle n'avait pas peur, son cœur battait à tout rompre et semblait avoir doublé de volume. Ce jour-là, le chaman décida de construire un cercle avec des os. Ils creusèrent la terre ramollie par la pluie avec des pelles étroites, faites comme toujours à partir de cornes de cerf, et enfoncèrent dans le sol meuble les os des pattes de bison qui avaient été mis de côté pour la fête. Les os blanchissaient, comme les dents d'un sourire accumulé sur le sol. Entre les os, ils tendirent des cordes faites de tendons séchés, et y suspendirent des amulettes, des bouquets d'herbes, des plumes de faucons, des cailloux trouvés dans des lits de rivière où murmure toujours une voix douce. Au centre du cercle, ils placèrent 4 pierres de 4 couleurs différentes, comme le jour du feu, et entre elles, ils étendirent une peau de veau, le doux, dans laquelle de nouveaux rêves allaient y naître. À côté, ils posèrent les os de la flûte. À côté, ils placèrent les tambours. « Nous allons chanter, dit le cerf gris, pour que le blanc entende que nous sommes ici. Et s'il veut que nous allions sur les pierres, nous irons. Et s'il veut que nous attendions l'eau, nous attendrons. » Ils chantèrent. D'abord les hommes, d'une voix grave et profonde, dans laquelle on entendait le grondement du tonnerre et le bruit des sabots. Puis les femmes, d'une voix aiguë comme le vent dans les cimes, invisible, mais qui fait trembler toute la forêt. Puis les enfants, d'une voix vacillante comme un mirage. La musique des tambours résonnait tout autour comme un sentier, long, court, court, long, un motif pour les pieds afin de ne pas se perdre. La flûte traça une ligne fine, et le long de cette ligne, comme sur un fil tendu, descendit une sensation. Quelqu'un arrivait. Au-dessus de la flaque, la plus grande au centre,
une ondulation se mit à jouer, comme si quelqu'un avait plongé un doigt sous l'eau. L'eau se souleva légèrement, rit doucement, et soudain, une bulle apparut, ronde, argentée. Elle éclata sans bruit, ne laissant derrière elle qu'une odeur de lait froid et de peau fraîchement battue. « Il est proche, » murmura Toulakan. « J'ai vu de la vapeur sur les collines lointaines. »« Il est proche, » répéta Herbe Légère. « J'ai entendu l'herbe rire. »« Nous sommes prêts, » corrigea le grand élan. « Parfois ce n'est pas lui qui vient vers nous, mais nous qui allons vers lui. » Le soir, alors que le coucher de soleil formait une lourde bande couleur or, le vent souffla sur le bord de la cuvette, apportant avec lui une odeur de fumée, mais pas leur fumée, une autre, celle d'un bois qui ne poussait pas ici, et d'une résine qui n'était pas brûlée ici. Les gens levèrent la tête. Au loin, derrière les collines, le ciel était d'un jaune sale, et une bande sombre s'étendait comme une cicatrice. C'était un incendie, pas le leur, celui d'autres gens. Et avec le feu vinrent les bêtes, des lièvres, telles des pierres grises, courant à ras du sol, des renards, le museau pointu en avant, et des loups, graves, rapides comme l'éclair. Ils ne s'approchèrent pas des gens et ne les contournaient pas. Ils coulaient comme de l'eau, cherchant l'endroit où la résistance était la moindre. « Les pierres ont grondé, » dit le cerf gris à voix basse. « Le tonnerre que j'ai entendu ne venait pas seulement du ciel, c'étaient les pierres qui tombèrent dans le feu. Les gens ne s'agitèrent pas. Chacun avait son travail. Certains attisaient les foyers humides pour chasser la fumée qui sentait l'herbe, car elle éloignait les animaux sauvages. D'autres emmenaient les chevaux et les attachaient le plus loin, afin qu'ils ne s'enfuient pas en sentant l'incendie et ne cassent leurs sangles. D'autres préparaient des paniers et des pots au cas où il faudrait partir rapidement. Personne ne criait. Seul le tambour près du cercle des os battait à un rythme régulier, et son son ressemblait au pas d'un vieil homme qui sait où il va. Pendant la nuit, la fumée s'approcha, mais le vent tourna et le ciel s'éclaircit. Soudain, sans avertissement, quelque part au-dessus du lac, une lumière apparut. Ce n'était ni la lune, ni un feu, froide, blanche, comme si quelqu'un avait plié du fer et l'avait agité dans l'air. Pendant un instant, tout devint clair comme en plein jour, et dans cette vision limpide, tous virent la même chose. Le bison blanc se tenait sur le bord, à l'endroit où, pendant la journée, Herbe Légère avait vu son museau dans l'eau. Il se tenait là, regardant le cercle, les gens, la peau au centre, les os. Son souffle était visible. Ce n'était pas de la vapeur, c'était de la lumière. Il tourna la tête vers l'est, là où le ciel noir était traversé d'une pâle bande de fumée, et regarda à nouveau le cercle. Puis il baissa la tête et toucha la terre de ses lèvres, là où reposaient les 4 pierres. Les pierres se mirent à fumer, comme si quelqu'un y avait déposé de la neige, et l'instant d'après, la silhouette se dissipa, comme cette rivière de montagne qui s'enfonce soudainement sous terre pour réapparaître loin, plus loin. Ils restèrent immobiles. La fumée de l'herbe était chaude, les larmes dans leurs yeux étaient froides. Le cerf gris fut le premier à reprendre ses esprits, non pas parce qu'il était plus courageux, mais parce que plus rien ne pouvait le surprendre. « Il a montré quelque chose, dit-il. Des pierres. Cela signifie qu'après l'eau, il y aura des pierres. Nous attendrons le matin, rassemblerons tout ce dont nous avons besoin et partirons vers l'ouest, vers le tonnerre. Le chemin est court. Là-bas, il y a du feu. Là-bas, nous trouverons de nouveaux mots. » La nuit tomba doucement, comme une peau sur les épaules. Les enfants s'endormirent dans les bras de leur mère, les hommes s'allongèrent, avec leurs lances à leur côté. Les femmes empilèrent l'herbe en tas fumant pour qu'elle ne moisisse pas. L'herbe légère ne dormit pas longtemps. Elle avait dans la bouche un goût de lait et de fer froid, et le murmure des fétuques résonnait dans ses oreilles. Quand elle finit par s'endormir, elle rêva qu'elle marchait sur les fissures du fond, comme sur des sentiers, et qu'un petit veau blanc venait à sa rencontre. Sa toison n'était pas encore brillante comme celle des grands, mais ses yeux avaient la même profondeur qui transformait tout en un immense lac à l'intérieur d'elle. Il s'allongea à côté d'elle et posa sa tête sur ses genoux. Et elle se mit à chanter une chanson qu'elle n'avait jamais entendue, mais qu'elle avait toujours connue, tant qu'elle était en vie. Le matin apporta la clarté. La fumée s'était dissipée, ne laissant à l'horizon qu'une bande sale que le vent ne parvenait pas à effacer. Les gens dans le cercle s'affairaient. Ils ramassèrent ce qui pouvait être laissé, empilèrent ce dont il ne pouvait se passer. Ils laissèrent les os du cercle, car ils ne pouvaient être transportés. Ils retirèrent la peau du veau et la rangèrent avec respect. Ils emportèrent les 4 pierres
car elle n'était pas le centre, mais une direction. Ils se mirent en route vers l'ouest. La route traversait une steppe brûlée par endroits, comme la peau après une maladie. Le long des poutres, des buissons calcinés s'étirèrent vers le ciel comme des doigteaux noirs. Sur l'une des collines gisait un bison, pas blanc, ordinaire, grand, sombre, avec des cornes en forme de croissant. Il était mort. Son flanc était encore chaud. Les vieilles femmes y posèrent leurs mains et sanglotèrent, comme devant un parent. Les hommes prononcèrent quelques mots de remerciement et recouvrirent ses yeux d'herbe. C'était aussi un signe. Le changement n'était pas seulement synonyme de lumière. À midi, ils arrivèrent aux premières collines rocheuses. Les pierres étaient différentes ici. Beaucoup avaient des veines, comme des orages figés dans la chair de pierre. Certaines brillaient à l'intérieur, comme si elles avaient été recouvertes de poussière d'étoiles. Et à un endroit, juste sur le sentier, se trouvait une pierre qui ressemblait à une tête de bison. Son front était large, avec un creux dans lequel se trouvait de l'eau. D'où venait-elle? Le grand élan s'approcha, plongea ses doigts dans l'eau et la goûta. Elle n'était pas simplement humide, elle était sucrée comme le premier lait. Il sourit. « Le blanc était ici, dit-il. Il nous a laissé à boire. Buvez, mais pas tout. Laissez-en. Laissez, c'est aussi un don. » Ils burent. Les enfants puisaient avec leurs mains, les femmes avec des tasses en écorce souple. Les hommes se contentèrent de presser leurs lèvres contre le récipient, comme des animaux. Et lorsqu'ils relevèrent la tête, ce n'était pas seulement de la gratitude qu'on lisait dans leurs yeux, mais aussi de la clarté. Pour la première fois depuis des jours, beaucoup ne voyaient plus la fumée au bord de leur champ de vision. Plus loin, les pierres se faisaient plus rares, le sentier devenait accidenté. Un mince ruisseau se frayait un chemin dans l'une des crevasses, si mince qu'on l'entendait avant de le voir. Il parlait sans mots, mais tout le monde comprenait. Bientôt, c'est proche. Ne te dépêche pas, n'aie pas peur. Sur l'un des rochers, il y avait une empreinte qui n'était ni humaine ni animale, ronde et profonde comme une coupe. Elle contenait du sel, blanc comme la fourrure de celui qu'il cherchait. Le cerf gris en prit une pincée, salait un morceau de viande séchée et le goûta. Le goût était étrange et juste, comme si tout était revenu à sa place. Ni chaud, ni froid, ni amer, ni sucré. Tout était à la fois neutre. Le soir venu, ils arrivèrent sur le plateau. Devant eux s'étendait une vaste plaine rocheuse, crevassée, mais pas comme un lac asséché. Ici, les fissures étaient droites, comme si quelqu'un les avait tracées à coups de couteau sans s'arrêter. Au bord du plateau se dressait un pilier de pierre surmonté d'une plume d'aigle. Personne ne l'avait vu arriver. La plume était propre, large, avec une tige lisse. Le cerf gris la ramassa, regarda le disque solaire. Le soleil s'accrocha à la plume et devint plus brillant. Il planta la plume dans la fissure comme un drapeau dans le sol. Le vent se mit à jouer avec, émettant une note grave. Et alors, dans la pénombre grandissante, un mouvement apparut à l'autre bout du plateau. Une masse blanche, comme un morceau de nuage détaché du ciel, avançait d'un pas mesuré, inclinant sa large tête, sans projeter d'ombre, car elle avait son propre soleil. Les gens ne crièrent pas et ne prièrent pas à voix haute, ils se tenaient simplement debout, droits, calmes, sans s'agenouiller. La masse blanche s'approcha et s'arrêta. Le vent apporta leur odeur, fumée, herbe, sueur, lait, et son odeur, lait, pierre, fer froid. Le blanc tourna la tête vers la pierre avec la plume, et il toucha la plume, légèrement, comme l'oreille d'un enfant. La plume trembla, une ombre mouvante descendit dans la fissure, et un son s'en échappa. Ce n'était ni un bruit, ni un sifflement. C'était une voix, semblable à celle qu'ils avaient entendue autrefois, au fond du feu, lorsque la plus vieille absinthe brûlait. La voix dit « Vous arrivez à point ». Et l'ombre s'étendit sur le plateau tout autour, enveloppant les gens comme un cordon enveloppe un sac pour le fermer. À ce moment-là, tout le monde sentit que quelque chose se fermait, quelque chose d'ancien, et que quelque chose s'ouvrait, quelque chose de nouveau. Chacun le comprit à sa manière. Certains se souvinrent du bison mort le matin et dirent « Qu'il en soit ainsi ». D'autres se souvinrent de l'eau dans la pierre et dirent « Nous ne mourrons pas de soif ». Quelqu'un s'est souvenu du ciel brûlé et a dit « Le feu n'est pas notre maître ». Herbe légère se tenait debout et regardait White dans les yeux. Ses yeux étaient comme un lac nocturne sans vent, et pensait « Je te reconnaîtrai, même si tu deviens un nuage ». Le blanc fit un pas, et l'air autour de lui devint plus léger,
comme le jour où une peur intense vous quitte. Il fit un autre pas, et la terre sous ses sabots laissa une empreinte qui n'était plus lumineuse, non, mais sombre et humide. À sa suite, des fils verts s'élevèrent d'arbres subtilement et simultanément à plusieurs endroits dans les fissures. C'était de l'herbe jeune, et là où l'èvre avait en de toucher la plume, un fin poil blanc resta sur la pierre, comme celui d'un veau plutôt que d'un adulte. Le cerf gris retira délicatement le poil et le cacha dans un petit sac. « Nous avons entendu, dit-il. Continuons notre chemin. » La nuit tomba comme un voile, et le silence s'installa. Seul le vent soufflait sur le plateau, lisant les fissures comme des lignes. Les gens étaient assis en silence. Trop de choses se passaient en eux pour qu'ils se dérangent avec des mots. Le blanc se tenait à proximité, tel un gardien, et leurs ombres et son absence d'ombre formaient un dessin étrange sur le sol, comme si quelqu'un avait assemblé une peau et un tissu pour créer un motif. Les étoiles apparurent prudemment, prêtes, semblait-il, à disparaître à tout moment si on les appelait ailleurs. Mais personne ne les appelait. Cette nuit-là, tout était plus important sur Terre. Ainsi s'acheva le deuxième jour de changement, le jour où les gens se mirent en route vers l'eau, où la pluie arrosa la terre desséchée, où le cercle d'os se mit à parler, où les pierres se mirent à gronder, et où le blanc, comme promis, arriva là où on l'attendait. Devant eux s'étendait un chemin, court et bruyant, et personne ne savait ce que le prochain tournant leur réservait. Mais chacun portait en lui un petit morceau de clarté, comme un caillou dans sa poche que l'on réchauffe entre ses doigts quand on a peur, et cela suffisait pour continuer. Chapitre 3. La route du tonnerre. La steppe n'aimait pas ceux qui se pressaient. Elle ne tolérait que ceux qui savaient écouter son souffle, percevoir les subtiles variations de la couleur de l'herbe, de l'odeur du vent, de la position des nuages. Lorsque la tribu quitta le lac asséché pour se diriger vers les collines rocheuses, la route semblait droite et simple. Mais très vite, il devint évident que chaque pas cachait un choix, chaque virage exigeait de l'attention. Le vent qui, la veille, avait apporté humidité et fraîcheur, était maintenant sec et chaud. Il soulevait la poussière des fissures du sol et la projetait dans les yeux, comme pour vérifier si les gens étaient capables de marcher les yeux ouverts. Les enfants se blottissaient contre leur mère, se cachant sous les plis de leur peau. Les hommes baissaient la tête et posaient leurs mains sur leurs lances, comme si ces anciens morceaux de bois pouvaient eux les maintenir en équilibre. Les chiens marchaient eux devant, s'arrêtant et se retournant sans cesse. Leurs yeux reflétaient leur inquiétude. Ils sentaient quelque chose, peut-être le feu, peut-être un animal, ou peut-être quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le grand élan marchait devant, lentement, mais sûrement, comme s'il connaissait chaque pierre du chemin. Il tenait dans ses mains un long bâton surmonté de plumes d'aigle qu'il n'utilisait pas comme appui, mais plutôt comme une extension de son ouïe. Le vent agitait les plumes, et le chaman écoutait leur bruissement. C'était la langue de la steppe. Herbe légère, sa petite fille, marchait à ses côtés, et chaque fois que les plumes changèrent de direction, elle essayait de deviner ce que le vieil homme avait entendu. « Grand-père » demanda-t-elle lorsque le vent souffla particulièrement fort dans les plumes. « Est-ce le signe qu'une tempête approche ?»« C'est le signe que le chemin continue, » répondit le chaman. « La tempête et le chemin, c'est la même chose. Seul celui qui traverse la tempête peut dire qu'il a vraiment marché. » Sur ces mots, il ralentit le pas et désigna l'horizon. Des masses rocheuses s'élevaient à l'horizon, des collines dont les sommets étaient fendus, comme frappés par la foudre. C'est là que naissaient les tonnerres dont parlait White Bison, la porte de pierre. Vers le soir, ils arrivèrent au premier rocher. Ceux-ci se dressaient sauts comme des gardes, immobiles et silencieux, mais on sentait qu'ils étaient vivants. On aurait dit qu'au fond des pierres respirait une créature inconnue, prête à sortir. Sur l'un des rochers, une profonde fissure en forme d'éclair avait été creusée. Le soleil se couchait et la lumière se reflétait dans cette fissure, comme dans un récipient étroit. Cela donnait l'impression que le rocher lui-même brûlait de l'intérieur. « Voici la porte, » dit le cerf gris. « Seuls ceux qui sont prêts à entendre la terre peuvent la franchir. » Les gens s'arrêtèrent. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Certains voulaient en faire demi-tour. L'eau était là, le cercle d'os, et la fumée familière des foyers était de là. Mais les signes étaient clairs. La route menait ici, et le bison blanc avait indiqué la direction. Pour passer, ils allumèrent ces herbes et se mirent à fumer la fissure dans la pierre. La fumée s'élevait, mais une partie s'est soudainement arrêtée et s'est infiltrée à l'intérieur de la pierre, comme aspirée par une bouche invisible. La pierre a émis un grondement grave,
à peine audible, mais tout le monde l'a ressenti. Il traversait les os comme une vibration froide. Puis la fissure s'est illuminée d'une douce lumière blanche. « La porte est ouverte, dit le chaman. « Allez-y, ne vous retournez pas. » Le murmure des pierres. Derrière les portes, la route était différente. L'herbe avait presque complètement disparu. Le sol était recouvert d'une croûte de pierre sur laquelle ne subsistaient que quelques rares épines. Mais le plus étrange, c'était l'air. Il était devenu dense, comme saturé de murmures. Les gens l'entendaient, des voix fines, semblables au tintement des pierres dans un ruisseau, au bruissement du sable, au sifflement du vent dans les fissures. Chacun entendait quelque chose de différent. Légère Herbe s'arrêta et tendit l'oreille. Elle avait l'impression que les pierres l'appelaient par son nom. « Va, va » résonnait tantôt devant elle, tantôt sur le côté. Elle prit son grand-père par la main. « Il me parle » murmura-t-elle. Le cerf gris acquiesça. « Les pierres connaissent ta voix, car tu es un enfant de la terre. N'aie pas peur. Mais souviens-toi, une pierre peut être une amie, mais aussi une épreuve. Écoute, mais ne suis pas chaque mot. » Les murmures devenaient de plus en plus forts, et les gens avaient du mal à se concentrer. L'un des guerriers, jeune et fougueux, fit soudain un pas de côté, là où il lui semblait entendre l'appel de sa mère. Quelques instants plus tard, il disparut dans une crevasse. Les gens se précipitèrent à sa suite, mais ne trouvèrent que des débris et du sable éboulé. Il ne restait aucune trace du guerrier. Le silence s'abattit sur la tribu, et chacun comprit. Les pierres les mettaient à l'épreuve. Une nuit parmi les rochers. Lorsque le soleil se cacha, ils s'arrêtèrent pour passer la nuit au pied d'une haute falaise. La lune n'était pas encore levée, et l'obscurité était épaisse comme de la poix. Ils allumèrent un feu, mais celui-ci brûlait de façon irrégulière. Les étincelles s'éteignaient trop vite, et la fumée descendait vers le sol, comme si une bouche invisible l'aspirait. « On ne peut pas chanter fort ici, dit le chaman. Ici, les mots s'incrustent dans la pierre et peuvent revenir en écho, plus fort que nous. » Les gens restaient assis en silence, écoutant, et puis ils entendirent des coups, lointains, lents, comme le bruit de sabots énormes. Le grondement venait des profondeurs des rochers, comme si un géant invisible marchait là. Les enfants se blottissaient contre leur mère, les hommes tenaient leurs armes. Mais le chaman leva la main. Ce n'est pas l'ennemi, c'est le souffle de la terre, c'est ainsi que naissent les tonnerres. Et en effet, peu après, un éclair illumina l'horizon, et un zigzag lumineux fendit le ciel. Le tonnerre gronda, si fort que la terre trembla sous les pieds des gens. Ceux-ci se serrèrent les uns contre les autres, mais le cerf gris se contenta de fermer les yeux. « Le bison blanc vient avec nous, dit-il. Ce sont ses pas. » Vision près du feu. Cette nuit-là, le grand élan gris fit à nouveau un rêve. Cette fois, le bison blanc se tenait au centre du cercle. Ses yeux brillaient comme deux lunes. Autour de lui, des ombres, des animaux, des oiseaux, des hommes, tournaient en rond, s'entremêlant. « Bientôt, dit le bison, un court chemin vous mènera là où les pierres parlent plus fort que vous. Là-bas, vous devrez écouter votre cœur, pas vos oreilles. Ceux qui entendront leur cœur resteront, ceux qui n'entendront que les pierres partiront. » Lorsque le chaman se réveilla, le feu couvait encore et les gens dormaient blottis dans leur peau. Mais il savait que le chemin serait plus difficile qu'il ne le pensait. Le matin des épreuves. À l'aube, la tribu se remit en route. Les rochers devenaient plus hauts, le chemin plus escarpé. L'air était lourd, comme si chaque pas alourdissait les épaules. Soudain, le sol trembla. D'abord doucement, comme un soupir, puis plus fort. Les rochetés grondèrent et s'écroulèrent du sommet. Les gens se précipitèrent sur les côtés, protégeant leurs enfants. La poussière s'éleva, obscurcissant le ciel. Quand elle se dissipa, une profonde fissure apparut devant eux. Étroite mais très longue, comme si quelqu'un avait fendu la terre avec un énorme couteau. « C'est l'épreuve, dit le chaman. Nous devons passer. » Mais comment ? La fissure s'éloignait et il était impossible de la contourner. La roche s'effritait et chaque pas pouvait être le dernier. C'est alors que Herbe Légère remarqua une lueur au fond de la fissure. Elle regarda de plus près et vit de l'eau, une eau pure, transparente qui coulait en un mince filet. « De l'eau !» s'écria-t-elle. « C'est là que se trouve le chemin. » Le chaman acquiesça. « Le bison blanc ne nous abandonne pas. L'eau est un pont. Si nous lui faisons confiance, elle nous fera passer. »
Ils commencèrent à descendre dans la crevasse. L'eau était froide, mais forte, comme si elle les portait. Ils suivirent son courant, et peu à peu, la crevasse s'élargit, se transformant en gorge. Les rochers au-dessus d'eux résonnaient comme des tambours, mais l'eau chantait sa chanson, claire et cristalline. Et chacun comprit. La route du tonnerre n'était pas seulement faite de pierres et d'éclairs. C'était une route où le cœur devait savoir écouter le grondement et le silence. Ainsi s'acheva le 3e jour du voyage. Les gens franchirent à la porte, entendirent le murmure des pierres, subirent le premier éboulement et trouvèrent le chemin dans l'eau. Mais un nouveau signe les attendait. Un signe où le tonnerre descendrait du ciel sur la terre et mettrait chacun à l'épreuve. Chapitre 4. Le cœur des tonnerres. Le matin dans la gorge fut étrange. On aurait dit que le soleil ne s'était pas levé à l'horizon, mais qu'il était tombé directement du ciel, répandant une lumière pâle sur les rochers escarpés. L'eau en contrebas scintillait d'un argent froid et emportait la tribu toujours plus loin, au cœur de la roche. L'air devenait plus dense, comme avant un orage, quand le ciel pèse sur les épaules. Mais ici, il n'y avait pas de nuages. La pression venait des rochers eux-mêmes. Les chiens marchèrent devant, silencieux, la queue basse. Ils n'aboyaient pas, ne se retournaient pas, se contentant d'écouter le grondement souterrain. Les hommes étaient également silencieux. Même les enfants ne pleurèrent pas, comme s'ils comprenaient que le son de leur voix pourrait réveiller ceux qui sommeillaient dans les profondeurs. Chanson de Pierre. Lorsque le soleil s'éleva plus haut dans le ciel, un écho puissant retentit soudainement dans le ravin. On aurait dit que la terre elle-même chantait. Le grondement était grave, roulant, comme un coup porté sur un tambour géant. Beaucoup eurent les oreilles qui sifflèrent. Les gens se couvrirent la tête de leurs mains, mais le son ne s'atténua pas. Il semblait venir directement des os. Le cerf gris s'arrêta, leva ses plumes d'aigle et se couvrit les yeux. Il n'écoutait pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. À l'intérieur du grondement, il y avait des mots. Le vieil homme les distinguait. Souvenez-vous du cercle, souvenez-vous de la respiration. Seuls ceux qui entendent n'ont pas la peur, mais le chemin resteront ici. C'est le chant des pierres, dit le chaman. Ils nous mettent à l'épreuve. Si votre cœur n'est rempli que de peur, les pierres l'entendront et se refermeront. Si votre cœur se souvient du cercle, la route restera ouverte. Les gens se serrèrent davantage et leurs pas devinrent plus silencieux. Ils avançaient lentement, mais chacun sentait que le grondement ne les gênait pas, mais les guidait, l'ombre de la foudre. Vers midi, le défilé les conduisit à une large esplanade entourée de falaises abruptes. L'air y était sec et vif, comme du silex frais. Au centre de la place se trouvait une immense table de pierre, lisse et grise. Sa surface était sillonnée de foudre, non pas dessinée, mais réelle, brûlée par des coups. Une faible lumière émanait de la fissure. Au-dessus de la table, le ciel était tourmenté. Des nuages s'amassaient en une voûte noire d'où naissaient des éclairs. Fins, tordus, ils glissaient sur le bord du chaudron céleste. Mais il n'y avait aucun bruit. Le tonnerre ne grondait pas. Seule la lumière vivait dans le silence. « C'est ici que se trouve le cœur des tonnerres, dit le chaman. C'est ici qu'ils se rassemblent pour frapper. » Il posa sa main sur la fissure. La pierre était chaude, comme si le cœur d'un être vivant battait à l'intérieur. Lightgrass fit de même et sentit une vibration, aussi fine que le battement d'une aile d'oiseau. À ce moment-là, le ciel s'illumina. Un énorme éclair frappa la roche en face. La pierre se fendit, se brisa, et une lumière apparut dans la fissure. Ce n'était ni le feu ni le soleil, mais une lueur blanche, comme si une porte vers un autre monde s'était ouverte. Les gens restèrent figés. « C'est un appel, dit le cerf gris, mais tout le monde ne peut pas le suivre. » L'épreuve de l'ombre. Le premier à s'avancer fut Tulakan, un jeune guerrier. Il avait toujours été fougueux, et ses yeux brillaient d'impatience. « J'y vais, dit-il, que le tonnerre connaisse mon nom. » Il s'avança vers la crevasse lumineuse. Mais dès que son ombre toucha la lueur, elle prit vie. L'ombre se détacha, s'éleva, et soudain, sa propre silhouette apparut devant lui, noire mais précise, comme dans un miroir. Elle lui barra le chemin, et un couteau de pierre apparut dans ses mains. Tulakan poussa un cri et se précipita en avant. Mais chacun de ses coups rebondissait comme sur un rocher. L'ombre connaissait tous ses mouvements, car elle était lui-même. Les gens regardèrent sans bouger, et le grondement des pierres devenait de plus en plus fort. Le cerf gris leva la main. « L'ombre n'est pas un ennemi, c'est toi-même.
On ne peut pas la vaincre, on ne peut que l'accepter. Mais le guerrier n'écouta pas. Il se battit jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Alors l'ombre se dissipa et il tomba à genoux. La lumière s'éteignit et la crevasse se referma. Il n'a pas entendu le cœur, dit le chaman, mais la route s'ouvrira encore pour d'autres. Révélation pour un enfant. La nuit, la tribu s'était installée près d'une table en pierre. Le feu brûlait faiblement. La fumée s'échappait directement dans la crevasse, comme aspirée par un souffle invisible. Les gens dormaient d'un sommeil agité, tandis que le grand élan priait. Légère herbe ne pouvait pas dormir. Elle était assise près du feu et regardait la fissure dans la table en pierre. Elle avait l'impression que la lumière à l'intérieur l'appelait. Elle tendit la main et la fissure répondit soudain d'une douce lueur. Une vision apparut devant ses yeux. Un bison blanc se tenait au bord d'un précipice. Son souffle était comme le tonnerre, sa fourrure comme la foudre. Il ne prononça aucun mot, mais elle comprit. « Tu dois passer. Les enfants entendent mieux que les guerriers. Tu n'as pas d'orgueil, et ton cœur est donc plus pur. » La petite fille tremblait, mais pas de peur. Elle sentait que la terre attendait ses pas, l'aube et le choix. À l'aube, les pierres se mirent à bourdonner à nouveau. La fissure s'ouvrit et la lumière inonda la place. Tout le monde se tut, attendant de voir qui oserait. C'est alors que l'herbe légère s'avança. « J'y vais, dit-elle. » Les gens poussèrent des cris. Les femmes tentèrent de la retenir. Les hommes secouèrent la tête. Mais le chaman leva la main. « C'est son chemin, dit-il. Ne l'empêchez pas. » La petite fille fit un pas vers la lumière. Son ombre se détacha, mais elle n'eut pas peur. Elle regarda son ombre droit dans les yeux et lui sourit. « Tu es moi, dit-elle, et je suis toi. Nous marchons ensemble. » L'ombre trembla, baissa les mains et se fondit dans son corps. La lumière brilla plus fort et la petite fille disparut dans la crevasse. Les gens poussèrent des cris, mais le chaman se contenta de fermer les yeux. Elle a entendu le cœur. Cela signifie qu'une nouvelle voie s'ouvrira pour nous. La voie derrière la pierre. Quelques instants plus tard, un son s'échappa de la crevasse, profond et prolongé, comme le chant de la terre elle-même. Ce n'était ni le tonnerre ni le vent. C'était une voix pleine de puissance. Allez, le cœur du tonnerre vous est ouvert. Mais souvenez-vous, le chemin est court et difficile. Seul celui qui porte la lumière en lui pourra aller jusqu'au bout. La lumière s'éteignit et la crevasse se referma. Mais tout le monde savait que la petite fille n'avait pas disparu. Elle faisait désormais partie du chemin. Le bison blanc la guide et ses pas éclairèrent la route devant elle. Ainsi s'acheva le 4e jour du voyage. Les gens avaient atteint le cœur des tonnerres, rencontré leurs ombres et compris que l'épreuve ne résidait pas dans les pierres, mais en eux-mêmes. Devant eux s'étendait une route encore plus difficile, une route où les tonnerres descendent sur terre et se transforment en feu. Chapitre 5. Les rivières de feu. Le soleil s'éleva au-dessus des rochers, et sa lumière était rouge, comme si le monde s'était réveillé non pas dans la lueur matinale, mais dans la lueur d'un feu de camp. La tribu sortit du cœur de pierre et se retrouva dans la plaine, mais cette plaine n'était plus la même. La terre était sillonnée de profondes fissures d'où s'échappait de la fumée. Parfois, une lueur orange jaillissait dans les profondeurs, et un grondement s'élevait du sol, comme si un immense chaudron rempli de métal en fusion bouillonnait dans les entrailles de la terre. L'air était lourd, sec, mais il ne sentait pas le sable et l'herbe, mais la résine brûlée et le fer. Les gens sentaient qu'ils étaient arrivés là où la terre respirait le feu. Les chiens se blottissaient contre leurs jambes, la queue entre les pattes, les yeux écarquillés. Même les guerriers les plus forts marchaient prudemment, comme si la steppe elle-même pouvait exploser sous leurs pieds. Le vieux Los, appuyé sur un bâton orné de plumes d'aigle, s'arrêta et regarda longuement l'horizon. Là, derrière le voile de fumée, on apercevait des montagnes dont les sommets brillaient comme de la pierre en fusion. Le chaman savait que c'était la route du bison blanc, mais seuls ceux qui étaient prêts à écouter le feu et non à le craindre pouvaient l'emprunter. Les flammes des entrailles de la terre. À midi, la terre trembla. Au début, ce fut une légère secousse, semblable au pas d'un géant, puis les vibrations s'intensifièrent. Les fissures s'élargirent et des colonnes de feu jaillirent. Elles s'élevèrent haut dans le ciel telles des arbres et des langues de feu s'étirèrent vers le ciel. Les gens ont crié, les enfants se sont couverts le visage avec leurs mains, mais le chaman a levé la main en signe d'apaisement. « Ce n'est pas une punition, dit-il, c'est le souffle de la terre, elle nous révèle sa puissance. »
Le vent souleva les étincelles qui tourbillonnèrent dans les airs et se transformèrent en oiseaux lumineux. Ils s'élevèrent dans les airs et disparurent parmi les nuages. Les guerriers se regardèrent cela avec effroi. Devant eux, ce n'était pas simplement du feu, mais un esprit vivant, capable de voler, la rivière de lumière. Vers le soir, ils arrivèrent à une grande crevasse. Au fond coulait une rivière, mais ce n'était pas de l'eau. C'était un flot de flammes liquides, épaisses, orange-rouge, dont la surface ondulait comme des écailles de serpent. La chaleur montait vers le haut, brûlant les visages. « Il faut traverser, dit le chaman, mais il n'y a pas de pont. » Les gens restèrent immobiles. Il était impossible de sauter et trop long de contourner. Alors, Herbe légère, qui était revenue du cœur des autres, comme si ses yeux brillaient désormais d'étoiles, leva les yeux et dit « Je vois la route. » Tous regardèrent dans la direction qu'elle indiquait. Au-dessus de la rivière de feu, un mince filet de lumière s'étirait. Il tremblait, comme s'il était tissé de rayons lunaires. Tout le monde ne pouvait pas le voir, seulement ceux dont le cœur n'était pas obscurci par la peur. « C'est un pont, » dit la petite fille. « C'est le bison blanc qui nous l'a donné. » Le chemin au-dessus des flammes. Le chaman fit le premier pas. Ses pas étaient lourds, mais assurés. Il savait que s'il marchait avec des doutes, la lumière s'éteindrait. Légère Herbe le suivit, puis les femmes avec les enfants. Les hommes marchaient en dernier, protégeant la tribu. Il n'y avait pas de sol ferme sous leurs pieds. La lumière tremblait comme une corde, et en dessous rugissait une rivière de feu. Il semblait que si l'on fermait les yeux, on pouvait entendre les cris des esprits anciens dans les flammes. Certains hommes trébuchaient, cherchant à se retenir dans le vide. Mais chaque fois qu'ils perdirent l'équilibre, la silhouette du bison blanc s'élevait du feu. Ses cornes brillaient d'un éclat argenté et le soutenaient d'une force invisible. C'est ainsi qu'ils traversèrent. Lorsque le dernier guerrier posa le pied sur la rive rocheuse, le pont de lumière disparut, et la rivière de feu s'embrasa encore plus vivement, comme si elle était satisfaite de les avoir laissés passer. La danse des esprits de feu. La nuit, la tribu s'installa sur le plateau. La terre y était noire, carbonisée, mais chaude, comme si elle conservait le souffle du feu. Ils allumèrent un feu de camp, mais bientôt, le feu se mit à se comporter de manière étrange. Ses langues s'allongèrent, devinrent fines et hautes, et soudain, des silhouettes émergèrent des flammes. C'étaient des esprits du feu. Leurs corps brillaient comme des charbons ardents. Leurs yeux brûlaient d'une lumière blanche. Ils se déplaçaient lentement, comme s'ils dansaient. Le feu autour d'eux ondulait, créant des motifs, tantôt des cercles, tantôt des spirales, tantôt des signes ressemblant à des symboles anciens. Les gens avaient peur, mais le chaman se leva. Ce sont les gardiens de la rivière de feu. Ils sont venus pour nous donner la force ou nous la retirer. Tout dépend de ce que nous leur montrerons. Il se mit à battre du tambour, et le rythme ressemblait à des battements de cœur. Les esprits du feu se mirent à bouger plus vite. Leur danse se transforma en tourbillon. L'herbe légère ferma les yeux et entendit dans cette danse les mots « Ce n'est pas la destruction, c'est la vie. Ce n'est pas la douleur, c'est la purification. Ceux qui traverseront le feu renaîtront. » Révélation dans les flammes. Toute la nuit, les gens ont regardé les esprits de feu. Personne ne dormait. Chacun voyait quelque chose de différent. Certains voyaient là la force, d'autres la peur, d'autres encore une promesse. L'un des anciens a vu dans les flammes le visage de sa femme décédée depuis longtemps, et des larmes ont coulé sur ses joues. Un jeune guerrier a vu son père, mort au combat, et a compris que le courage vivait en lui. Et le chaman vit le bison blanc. Il se tenait debout dans le feu, et sa fourrure était plus blanche que la lumière elle-même. Le bison dit sans parole « Tu les guides correctement. Mais devant vous se profile une tempête plus forte que toutes les tempêtes. La terre et le ciel s'entrechoqueront, et seuls ceux qui portent le feu en eux ne brûleront pas. » À l'aube, les esprits de feu avaient disparu, mais les gens savaient qu'ils avaient traversé une épreuve et qu'ils étaient désormais différents. Leur cœur avait été purifié par les flammes, leur peur avait été carbonisée et laissée derrière eux. La route vers la tempête. À l'aube, ils se mirent en route. Devant eux s'étendait une plaine, mais des nuages noirs la recouvraient. On n'entendait pas encore le tonnerre, mais des éclairs zébraient déjà le ciel. C'est là que les attendait la dernière partie de leur voyage. La tempête, là où la terre et le ciel se rejoignent. Et le bison blanc réapparut à l'horizon. Ses pas étaient lents et majestueux.
Il les regardait avec des yeux dans lesquels se reflétait l'orage. « Il nous appelle, » dit le chaman. « Allons-y, l'heure de la grande épreuve a sonné. » Chapitre 6. La tempête sur la plaine. Le ciel était bas, lourd, comme un chaudron renversé. Les nuages se comprimaient en une voûte noire, et dans leur profondeur, des éclairs jaillissaient, semblables aux griffes d'une bête gigantesque. Le vent sifflait dans les herbes sèches, les plaquait au sol, soulevait des tourbillons de poussière et les faisait tourbillonner comme des esprits dansants. L'air sentait l'ozone et quelque chose de métallique, comme si la terre elle-même se préparait à un choc. La tribu sortit du pays de feu et s'arrêta au bord de cette plaine. Personne ne parlait, même les enfants ne pleurèrent pas, sentant que devant eux se trouvait la dernière ligne et qu'il n'y avait pas de retour possible. Le vieux cerf Elaf leva les plumes de l'aigle et regarda les nuages. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient. Il savait que tout ce qu'ils avaient traversé, l'eau, les pierres, le feu, les avait menés ici. C'est ici que se déciderait non seulement le sort de la tribu, mais aussi le souffle de la terre. Les premiers coups. Le tonnerre gronda soudainement. Le bruit s'était si fort que les gens tombèrent à genoux, se bouchant les oreilles. La terre trembla, des fissures s'ouvrirent et de la fumée s'en échappa. Des éclairs frappèrent la steppe, les uns après les autres, laissant chacun une trace de feu sur le sol. Les guerriers levèrent leurs lances, mais que pouvaient-elles contre le ciel? Les femmes serraient leurs enfants contre elles, les vieillards se balançaient en murmurant des prières. Seul le chaman restait debout. « C'est une grande tempête, dit-il. Elle n'est pas venue pour nous tuer, mais pour nous mettre à l'épreuve. » À ce moment-là, la foudre frappa si près que tout l'horizon s'illumina. Dans la lumière de l'éclair, les gens aperçurent une silhouette. Immense, majestueuse, blanche. Un bison blanc marchait dans la plaine. Sa fourrure brillait, reflétant les éclairs. Ses cornes scintillaient d'argent, et chacun de ses pas résonnait comme un coup de tonnerre. La danse du ciel et de la terre. Le bison leva la tête et le ciel gémit. Des éclairs se mirent à se rassembler autour de lui, s'enroulant en spirale. On aurait dit que tout le ciel tournait comme un gigantesque tourbillon. Au centre de ce tourbillon, le bison blanc avançait d'un pas décidé. « Regardez, dit le chaman, c'est la connexion. La terre et le ciel se rencontrent en lui. » Et c'était vrai. Quand le bison frappait le sol de ses sabots, la terre s'embrasait. Quand il inspirait, le vent emportait les nuages. Quand il expirait, la foudre jaillissait vers le sol. Il était le lien, l'esprit du changement, l'épreuve du cœur. Mais la tempête ne s'apaisait pas. Au contraire, elle devenait de plus en plus forte. Les nuages tourbillonnaient au-dessus de la tribu, et un entonnoir s'ouvrit en leur centre. Une lumière brillante, aveuglante comme le soleil, en jaillissait. Le chaman comprit, c'était la dernière épreuve. « Chacun doit passer seul, dit-il. Personne ne nous sauvera si notre cœur ne brille pas. » Et alors, les gens commencèrent à avancer, l'un après l'autre. Chaque pas vers la lumière était difficile, comme si la terre les retenait. Des éclairs frappaient à proximité, le vent les renversait, et chacun voyait son propre reflet. Le vieux guerrier voyait devant lui des batailles, du sang et des cris. La jeune femme voyait la peur de perdre son enfant. Le vieil homme voyait sa mort. Mais chacun comprenait que s'il fuyait, la lumière s'éteindrait. Il fallait accepter. Et ceux qui ont accepté leur peur ont continué d'avancer. Leurs pas sont devenus légers et la tempête s'est calmée autour d'eux. Révélation de l'herbe légère. La dernière à s'avancer fut l'herbe légère. Elle tremblait, mais pas de peur. Une ombre apparut devant elle, son propre reflet. Mais ce reflet était vieux, ridé, au regard lourd, avec des mains fatiguées de tenir le monde. « C'est moi ?» demanda-t-elle. L'ombre acquiesça. « C'est toi, si tu n'acceptes pas le changement. Tu deviendras une pierre, lourde et silencieuse. » La petite fille ferma les yeux. Elle se souvint de tous les pas, le murmure des pierres, la rivière de feu, le chant des esprits. Puis elle dit « J'accepterai le changement, je n'ai pas peur. » L'ombre sourit et disparut. La lumière dans le tourbillon devint plus douce, plus chaude. Elle descendit sur la petite fille et l'enveloppa, et les gens virent que l'herbe légère marchait à côté du bison blanc. Ses cheveux brillaient comme de l'argent, ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle devint la voix de la tribu, la nouvelle du changement. La tempête atteignit son paroxysme. Le ciel tout entier s'embrasa. La terre trembla,
et sembla se fendre en deux. Mais le bison blanc leva la tête et poussa un rugissement. Ce rugissement était à la fois un coup de tonnerre, un éclair et un coup de vent. Et la tempête s'apaisa, les nuages se dispersèrent, le soleil réapparut. La terre fumait, mais une nouvelle herbe verdoyait. De l'eau scintillait dans les fissures. L'air sentait la fraîcheur, comme si le monde entier renaissait. Le bison blanc se tenait au milieu de la plaine. Son regard était doux, mais ses yeux brillèrent de puissance. Il regarda les gens et disparut, se dissolvant dans l'air, ne laissant derrière lui qu'une traînée lumineuse. Le cerf gris s'agenouilla. « Il nous a donné une nouvelle terre, dit-il, et un nouveau cœur. Maintenant, nous sommes nous-mêmes les messagers du changement. » Après la tempête, les gens restèrent longtemps silencieux. Chacun comprenait qu'ils n'étaient plus ceux qui avaient pris la route. Ils avaient traversé l'eau, les pierres, le feu et la tempête. Ils avaient vu le bison blanc. Et désormais, sa lumière brillait en chacun d'eux. Herbe légère leva les yeux vers le ciel. Là où la tempête faisait rage peu de temps auparavant, une nouvelle étoile brillait. Elle savait que c'était un signe. Le changement avait commencé, et la tribu faisait désormais partie du grand cercle. Ainsi s'acheva l'histoire du bison blanc. Mais elle resta à jamais gravée dans la mémoire des hommes. Chaque aube, chaque coup de tonnerre, chaque feu leur rappelait que le monde était vivant et que le changement était son souffle. Et un jour, lorsque la terre aurait à nouveau besoin de renouveau, le bison blanc reviendrait.